Pourquoi arrive-t-il qu'un entrepreneur brillant, après des années d'efforts acharnés, finisse par saboter sa propre entreprise au moment exact où il allait enfin réussir? C'est une excellente question, et c'est très fréquent en fait. Ouais. Ou encore, comment expliquer que dans certaines familles, des accidents dramatiques, des ruptures ou des maladies foudroyantes se déclenchent à la même date ou au même âge, génération après génération? C'est là qu'on touche à des choses vraiment profondes. Exactement. Aujourd'hui, on ouvre la chambre forte des mémoires familiales. Bienvenue au studio ésotérique avec la complicité de la boutique 5 Gimière de Carcassonne. Bonjour, je suis ravie d'être là pour aborder ça. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de décoder notre héritage psychologique invisible. C'est une plongée fascinante dans les mémoires familiales pour comprendre comment les choix de nos ancêtres, leurs drames et leurs non-dits, dictent totalement à notre insu nos vies actuelles. Tout à fait, c'est un programme chargé. Et cette analyse, elle s'adresse vraiment à quiconque, même totalement novice en la matière, qui s'est un jour demandé pourquoi certains schémas d'échec ou de souffrance se répètent inlassablement, comme un disque rayé. C'est le cœur du problème. Et pour poser les bases du concept transgénérationnel avec des mots simples, il faut d'abord détruire un mythe. L'idée qu'on naîtrait comme des pages blanches. Ah oui, la fameuse table rase. Voilà, c'est ça. C'est une pure illusion. Dès la conception, on est directement inséré dans un système familial complexe. Et du coup, on hérite d'un bagage émotionnel énorme. Mais l'idée, c'est pas de faire le procès de nos ancêtres, sinon. Non, surtout pas. Le but n'est vraiment pas de juger la famille ou de chercher des coupables. Il s'agit plutôt de mettre en lumière ces dynamiques souterraines pour pouvoir s'en libérer, enfin. D'accord. Mais du coup, puisqu'on hérite d'un bagage émotionnel avant même notre naissance, comment ce bagage influence-t-il concrètement la direction que prend notre vie d'adulte ? Eh bien, tout ça repose sur une notion clé, ce qu'on appelle la loyauté invisible. La loyauté invisible. Ouais. Il faut imaginer qu'il existe une sorte de grand livre de contes familial. Un registre, en gros. Exactement. Et dans ce registre, tout est noté. Les injustices, les sacrifices, les dettes morales. Et inconsciemment, un individu va faire des choix, genre des choix de carrière ou de partenaire amoureux, non pas par véritable désir personnel, mais pour payer une dette familiale. Ah ouais, donc on répare les pots cassés des autres, quoi. C'est tout à fait ça. Ça peut être pour réparer un affront subi par un arrière-grand-père, ou alors pour reproduire la trajectoire d'un membre très respecté du clan, pour s'assurer d'être accepté. Bon, décortiquons ça, parce que c'est quand même dingue. C'est comme si l'on naissait avec un logiciel fonctionnant en arrière-plan, tu vois, qui consomme toute la batterie de nos décisions sans qu'on en ait jamais lu les conditions d'utilisation. Ah mais l'analogie du logiciel est parfaite. Ce qui est fascinant ici, c'est que la famille projette ses attentes dès la naissance et télécharge ça directement dans ce fameux logiciel. Genre des peurs ou des angoisses ? Exactement. Prenons l'angoisse de la classe sociale ou la peur du manque. Si une famille a connu la grande misère, cette terreur est transmise. Et plus tard, ça dicte parfois le choix d'un métier dit sécurisant. Même si la personne voulait être artiste, par exemple. Voilà. Et à l'inverse, ça peut provoquer un auto-sabotage si réussir signifie, entre guillemets, trahir la condition modeste de ses parents. L'inconscient préfère faire tout foirer juste avant la ligne d'arrivée. C'est terrible. Et pour commencer à débroussailler ces attentes invisibles, l'intellect a tendance à bloquer. Donc, l'utilisation d'un oracle est un super premier outil pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, totalement. Ça aide à contourner le mental. C'est ça. D'ailleurs, on peut en trouver de très pertinents à la boutique Sainte-Gimère, située au 27 rue Armagnac à Carcassonne. Tirer une carte d'oracle, ça aide vraiment l'intuition à se focaliser sur une dynamique familiale cachée avant même d'entamer des recherches factuelles. Très précise pour se rappeler à nous. Des alarmes. C'est-à-dire ? Eh bien, nos prénoms et nos dates marquantes. Attends, les prénoms ? Mais on choisit pas son prénom, on nous le donne. Raison de plus. Le poids des prénoms est énorme. Par exemple, donner le prénom d'un enfant décédé au nouveau-né, ça fait de ce dernier ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Oh waouh, donc il porte le deuil de ses parents ? Exactement. Ça l'oblige, inconsciemment bien sûr, à vivre pour deux. Il y a aussi les prénoms symboliques, comme Marie pour la pureté, qui servaient souvent à effacer une naissance hors mariage dans la lignée. Pour laver l'honneur de la famille, en gros. C'est ça. Et puis, on a les prénoms mixtes, comme Dominique ou Claude. Ça révèle très souvent une ambivalence sur le sexe attendu de l'enfant. Ce sont de très lourdes charges inconscientes. C'est fou. Mais alors, et les dates, c'est quoi cette histoire d'alarme ? Ça, c'est le syndrome d'anniversaire. Ce sont des répétitions troublantes, des maladies, des accidents ou même des fausses couches qui surviennent exactement au même âge ou à la même date qu'un drame vécu par un aïeul. Mais c'est flippant. C'est laid. Mais attention,
Ce n'est pas une malédiction. C'est simplement une tentative ultime de l'inconscient familial pour dénouer un traumatisme non résolu. Il remet le drame sur la table en espérant que quelqu'un va enfin le digérer. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, je me fais l'avocat du diable, mais s'agit-il vraiment d'une mémoire cellulaire magique ou est-ce simplement notre propre cerveau qui s'auto-sabote par mimétisme lorsqu'on s'approche de l'âge fatidique? Ah, mais ce n'est pas magique du tout. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est l'empathie profonde et la communication non verbale absorbée depuis l'enfance qui créent ce mimétisme. L'enfant ressent l'angoisse de ses parents, c'est ça? Voilà. Il absorbe le stress, les silences pesants à l'approche d'une certaine date. Et devenu adulte, son propre corps exprime ce que la lignée n'a pas pu digérer. Le corps somatise. D'accord, je vois. Mais ces dates et prénoms pointent souvent vers des failles bien spécifiques. Que se passe-t-il lorsque l'événement originel est tellement honteux qu'il a été totalement effacé des récits de table? Les secrets ne sont pas mauvais, si. Bien sûr que non. Il faut différencier les bons secrets, qui créent une intimité protectrice dans le couple, par exemple, des secrets toxiques. Genre quoi, les secrets toxiques? L'inceste, la folie, une ruine cachée, des enfants illégitimes ou des condamnations pénales. Face à cette honte absolue, la famille se tait. Mais ce secret crée un silence assourdissant, un véritable fantôme psychique. Un fantôme qui hante les générations suivantes. Oui, et le processus est tragique, il évolue souvent sur 3 générations. Attends, vas-y, explique-nous cette évolution. Alors, à la première génération, celle qui vit le drame, c'est l'indicible. On sait, mais on se tait, par honte. Logique de survie sociale. Exactement. Ensuite, à la deuxième génération, c'est l'innommable. L'enfant sent la faille, sans avoir les mots. Il grandit avec un vide, développant souvent des troubles de l'apprentissage ou un manque de confiance. Parce qu'il sent que chercher la vérité, c'est dangereux. C'est tout à fait ça. Et enfin, la troisième génération. Là, c'est l'impensable. La pression est trop forte et le secret éclate. Souvent sous forme de comportements psychotiques ou de conduite d'échec extrême chez le petit enfant. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment un enfant peut deviner ce qu'on lui cache activement et être détruit par ça? Cela soulève une question importante sur la façon dont les enfants décodent le monde. L'enfant perçoit la réalité à travers l'attitude corporelle, les tics et l'angoisse de ses parents. Les micro-expressions en fait. Exactement. Et pour aider son parent qu'il sent en détresse, l'enfant va mimer le secret. S'il y a un délinquant caché dans l'arbre généalogique, l'enfant deviendra peut-être délinquant pour redonner une place à cet exclu au sein du clan. C'est un sacrifice par amour finalement. C'est bouleversant. Bon, maintenant que les pillages de notre héritage sont exposés, les secrets, les dettes invisibles, les prénoms lourds de sens, il est temps de cartographier ce champ de mine. Comment on fait ça concrètement? Eh bien, on utilise une méthode précise. Tracer son génosociogramme. Ok, le mot fait un peu peur. Pour les novices, tu as un guide étape par étape? Oui, c'est très simple. Étape 1, se placer soi-même. On commence tout simplement par le bas ou le centre d'une grande feuille. Ok, juste nous-mêmes. Et l'étape 2? Étape 2, dessiner les branches. On ajoute les parents, les grands-parents, mais surtout il ne faut pas oublier les oncles et les tantes. Même ceux dont on parle peu? Surtout cela. Ensuite, étape 3, les événements clés. On note les faits marquants factuels. Pas les rumeurs, hein. Les naissances, les morts, les mariages, les divorces, les déménagements, les faillites. D'accord, on pose le décor factuel. Voilà. Et enfin, l'étape 4, la plus importante, la recherche des échos. On inscrit les âges auxquels ces événements se sont produits et on cherche les répétitions. Des répétitions de dates ou de prénoms? Oui, ou même de métiers. Par exemple, on peut voir une lignée entière de professions médicales qui, symboliquement, tentent de réparer une mort prématurée survenue dans le passé. C'est fascinant de voir ça visuellement sur le papier. Mais un tel travail d'introspection, ça peut être vraiment bouleversant. Ça remue des fantômes. Oh, absolument. Ça peut être émotionnellement très intense. C'est pour ça que pour s'accompagner dans cette étape, allumer un encens spécifique est super utile pour créer une atmosphère apaisante et propice à la mémoire. Et garder près de soi un cristal de roche, c'est excellent pour clarifier la pensée et favoriser l'introspection. C'est vrai que l'environnement joue un rôle clé pour ne pas se laisser submerger. Et tous ces outils précieux pour le travail généalogique, comme les encens, les pierres ou même des bougies de rituel et des neuvaines, sont disponibles à la boutique Saint-Gimer, 27 rue Armagnac à Carcassonne. Se créer un cocon sécurisant, c'est la base.
Je suis bien d'accord. Parce qu'une fois que la carte est dessinée et que les secrets et les fardeaux sont identifiés, comprendre intellectuellement ne suffit pas à guérir. C'est vrai. Comment se détacher de tout ça sans se couper de ses racines? Il faut d'abord réaliser qu'il ne s'agit pas d'accuser ses ancêtres. Ils ont fait de leur mieux avec leur propre traumatisme. L'objectif, c'est ce qu'on appelle le retournement affectif. Le retournement affectif, c'est-à-dire? C'est le fait de devenir son propre parent, de renaître à soi-même, en triant ce qu'on garde et ce qu'on rend au passé. Et pour ça, il y a une méthode concrète de visualisation positive. Ah, j'aime bien la visualisation. Comment on procède? On se représente mentalement son arbre généalogique, non pas comme un fardeau, mais comme un arbre majestueux. Et on observe ses branches, certaines saines, d'autres blessées. D'accord. Et pour notre auditoire, l'exercice consiste à visualiser une lumière douce réparant ses branches. C'est ça. Exactement. On visualise cette lumière, on accepte les manques du passé et on respire le calme. Le but est de transformer le poids de la lignée en une force propulsive. C'est l'instauration d'une saine distance, en fait. On honore l'arbre tout en revendiquant son droit d'être un fruit unique. C'est une très belle métaphore, oui. On ne coupe pas l'arbre, on choisit juste de grandir vers notre propre lumière. C'est hyper libérateur. Et ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si nos vies sont si intimement sculptées par les chocs et les silences de nos arrière-grands-parents, quelles angoisses contemporaines, quels non-dits environnementaux ou technologiques sommes-nous, à notre tour, en train d'encoder silencieusement dans le psychisme des générations du 22e siècle? Ouais, ça, c'est le grand mystère que nos descendants devront décoder. C'est sûr, hein? Si ce podcast vous a plu, n'hésitez à le partager et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté.